La révolution industrielle est née en Angleterre au XVIIIe siècle et s'est répandue en Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle avec un rythme différent selon les pays. On assiste à une industrialisation des productions. L'industrialisation est un processus caractérisé par l'utilisation de nouvelles techniques, le développement de nouvelles branches d'activité et une forte croissance de l'activité. Les grands bassins industriels se situent à proximité des grands bassins houillers, dans la mesure où l'industrialisation, liée à la mécanisation, s'appuie de plus en plus sur le charbon de terre, la houille, remplaçant le charbon de bois. L'utilisation de la machine à vapeur révolutionne les modes de production. L'usine organise désormais le travail aux dépens des manufactures et le nombre d'ouvriers augmente drastiquement. Les travailleurs sont dépossédés de l'outil de production et effectuent un travail nécessitant peu de qualification et très répétitif. L'industrialisation repose sur la division des tâches. La machine à vapeur ne révolutionne pas seulement l'industrie, mais aussi les transports. L'espace-temps commence à se réduire au fur et à mesure que les voies de chemin de fer sont construites. En Allemagne, la longueur du réseau de chemin de fer est multipliée par 60 entre 1840 et 1880. Ce réseau de voies de chemin de fer relie principalement les villes les plus peuplées, en passant par les grands bassins industriels et houillers pour le transport des matières premières et des produits finis. Cette révolution des transports stimule l'économie en amont par le besoin de matières premières et en aval par le transport des marchandises et des voyageurs. Certaines régions tendent à se spécialiser puisqu'elles peuvent compter sur l'importation de marchandises qu'elles ne produisent plus. L'agriculture connaît aussi une mécanisation qui tranche avec les techniques agricoles centenaires. Au fil du XIXe siècle, la situation des paysans s'améliore et les disettes disparaissent sous l'action combinée de la culture de la pomme de terre, des progrès de la mécanisation, de l'utilisation d'engrais chimiques et de la spécialisation régionale des productions permise par la révolution des transports. L'industrialisation, avec son besoin croissant de main-d'œuvre, a généré un afflux de populations immigrées, interrégionales ou internationales, et un exode rural massif. Un exode rural est un mouvement d'une population qui quitte la campagne pour aller s'installer définitivement en ville. On assiste ainsi à un processus d'urbanisation. Le taux d'urbanisation des pays industrialisés s'accroît fortement. De 48% de la population urbaine en 1851, l'Angleterre atteint un taux d'urbanisation de 73% en 1911. Paris se transforme sous le Second Empire, sous l'impulsion de Napoléon III, qui confie cette mission au baron Haussmann. Celui-ci axe la transformation de Paris autour de deux grands axes, nord-sud et est-ouest. Le coût élevé de ces travaux contraint Haussmann à recourir à des investisseurs privés, tels les frères Pereire, qui ont fait fortune grâce au chemin de fer. Paris voit se construire de grands boulevards et des avenues bordées de trottoirs et entourées de bâtiments en pierre de taille, d'arcades et de grandes places. Paris devient ville-lumière grâce aux réverbères à gaz. Les populations ouvrières sont celles qui paient le prix de l'industrialisation. Semaines de travail frôlant parfois les 80 heures par semaine dans certains secteurs, travail excessif des enfants accompagnés de mauvais traitements, travail de nuit. Le salaire décroît en fonction de l'âge et du sexe. Une femme sera payée 2 fois moins qu'un homme, mais 2 fois plus qu'un enfant. Chez les enfants, ce travail harassant dès le plus jeune âge se traduit par des déformations physiques, du rachitisme, la tuberculose. La mortalité est terrible. Dans les grands centres industriels anglais, la moitié des enfants n'atteint pas l'âge de 10 ans. Les accidents du travail sont nombreux et les salaires sont faibles
permettant seulement de renouveler la force de travail. Les maladies professionnelles font des ravages. L'historien de l'environnement John McNeill estime qu'entre 1840 et 1900, de 800 000 à 1,4 million de Britanniques sont morts de maladies respiratoires dues au charbon. Les frères Schneider fondent dès 1836 une entreprise spécialisée dans l'acier, les chemins de fer, l'armement et la construction navale dans la ville du Creusot. Les Schneider multiplient d'abord les logements collectifs afin de loger les ouvriers qui travaillent dans leurs usines, avant de se tourner vers la construction de maisons individuelles qui ont un grand succès. La famille Schneider incarne le paternalisme d'entreprise au travers du financement d'une école, d'équipements collectifs tels l'hôpital ou de la gratuité des soins. On parle de paternalisme lorsque le patron assume l'autorité et les devoirs d'un père à l'égard de ses enfants salariés, qui sont alors dans l'obligation de respecter les règles décidées unilatéralement par l'employeur. Il est responsable de leur bien-être et en contrepartie de quoi ils lui doivent respect et obéissance. Les habitants du Creusot, surnommés Schneiderville, confient la gestion de la ville aux Schneider en élisant comme maire 5 membres de cette famille entre 1841 et 1896. Si la pensée dominante est que l'industrialisation améliore le niveau de vie des pauvres, la question sociale s'invite dans la vie politique et économique. Les premières lois régissant le monde du travail, et plus particulièrement le travail des enfants, apparaissent en 1833 en Angleterre. En France, il faut attendre 1841 avant que les premières lois se penchent sur la question. Mais elles seront peu appliquées. L'inspection du travail n'apparaît en France qu'en 1874, sous la Troisième République. Les femmes et les jeunes filles remplacent les enfants dans les usines textiles. Karl Marx, philosophe, historien et économiste allemand, théorise sa lutte des classes dans le manifeste du Parti communiste, écrit en collaboration avec Friedrich Engels en 1848. Il y dénonce l'exploitation et l'oppression de la classe ouvrière, qu'il désigne sous le terme de prolétariat, par la bourgeoisie, c'est-à-dire la classe possédante. Il appelle à une révolution prolétarienne pour s'emparer des moyens de production qui seraient remis à l'État. La disparition des classes sociales mènerait à une égalité et donc à une paix sociale. L'Église, au travers de l'encyclique du pape Léon XIII, dénonce elle aussi la richesse qui a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude qui a été laissée dans la misère. Cependant, le pape y condamne les thèses marxistes. Les législations sur la grève en 1864 et les syndicats en 1884 permettent de structurer le mouvement ouvrier. Les grèves se multiplient. Certaines sont réprimées dans le sang, comme à Fourmies en 1891. La troupe intervient dans une manifestation qui réclame la journée de 8 heures. Le bilan est dramatique. 9 morts, dont 2 enfants, et 35 blessés. Les revendications ouvrières font évoluer les lois et permettent une amélioration progressive des conditions de travail.